S'intéresser aux unions en zig. Alors, ici on a l'exercice 55 qui nous indique qu'une union nous permet de stocker différents types et des tailles de données dans la même adresse mémoire. Comment c'est possible? Le compilateur nous permet de mettre de côté assez de mémoire pour la chose la plus, la plus volumineuse, on va dire, de largest thing, qu'on souhaiterait stocker. Alors, voilà, donc ça ressemble un peu à une struct, mais c'est une union. Et donc l'idée, c'est que tout ça c'est sur la même adresse mémoire, et bon, on va voir un peu plus en détail ce dont il s'agit. Alors ici on a un exemple. Donc on nous dit ici qu'une instance de foo qui est définie comme ça, donc on voit ici des types de données de taille croissante, on passe de 8 à 32 jusqu'à 64. Donc une instance de foo prend jusqu'à U64, même si on stocke en ce moment même sur small, sur U8 en fait. Donc ça prend toujours jusqu'à 64, U64. Dans ce cas-là, bon, on va voir un peu plus par la pratique. Donc la syntaxe, en effet, elle ressemble un peu comme à une struct, je l'avais remarqué. Et donc une instance de foo, elle ne peut contenir que une instance de small, donc là c'est sur 8, ou de medium, ou de large. Donc c'est intéressant. Donc là on a un exemple où on a défini une instance de foo sur small et on peut pas utiliser, à l'inverse d'une struct, on peut pas à la fois utiliser small et medium. C'est voilà. En fait c'est une union de type. C'est une union de type. Le nom est assez parlant pour le coup, en l'occurrence. Voilà, ça nous permet de nous dire, tiens, cette valeur, elle est soit U8, soit U32, soit U64. Bon, c'est toujours jusqu'à U64, parce qu'on prend toujours la plus grande valeur sur une union. Bon, c'est intéressant à savoir. Donc les unions, elles nous permettent de préserver de l'espace en mémoire, parce qu'on réutilise un espace en mémoire, ok. Ils fournissent également une sorte de primitive polymorphism, donc de polymorphisme primitif, un peu à la Java, il me semble, ou enfin il y a d'autres langages où on peut voir ça. Et donc ici on a une fonction foobar qui prend une instance de foo, qui ne retourne rien. Et donc elle peut prendre, voilà, on peut prendre des U8, on peut prendre des U32, on peut prendre des U64, j'imagine. On va voir un peu par les exemples. Et donc là, on nous dit foobar, comment il sait que tel champ, en fait, on a défini small plutôt que medium. Bah, apparemment, c'est le compilateur qui est au courant de tout ça, et il est assez intelligent pour tenir compte sur quel espace on a passé la valeur. Voilà. Bon, on va descendre un peu. Donc là, on passe aux insectes. On avait des éléphants précédemment, maintenant on avait des aliens, maintenant on passe aux insectes. Alors, on a ici une union qui s'appelle insecte, qui a deux champs, U16 et booléen. Et donc là, ici, on nous dit que voilà, c'est soit une abeille ou une fourmi. Il me semble que c'est ant, c'est fourmi, il me semble. Les abeilles stockent le nombre de fleurs qu'elles ont visitées au cours de la journée, tandis que les fourmis ne stockent uniquement voilà, savoir si elles sont encore en vie. Ok, donc on a cette union ici. Juste en dessous, on a un enum qui nous dit ant or b. Donc si c'est A, j'imagine que c'est ant, voilà, et B c'est b. On n'a pas beaucoup pratiqué les enums, on va parler un peu, il y a eu quelques exercices sur le sujet. Encore une fois, je pense qu'une fois qu'on codera un coding agent en Zig, on aura l'occasion de faire des enums dans tous les sens, de faire des unions, etc. Une fois qu'on aura un petit coding agent, peut-être,
en utilisant les API de Mistral ou autre. Donc ici, on définit des instances de nos enums. Donc on a une instance ici de Hunt sur Still Alive, et puis B qui a visité un certain nombre de fleurs. Ok. Là, on nous dit qu'on a fait une erreur. Ok. Parce que voilà, bon, déjà, on l'a pas sur l'enum, le point C. Donc voilà, ça c'est déjà curieux. Alors je sais pas exactement ce qu'on nous demande de faire, peut-être juste régler le problème du coup. Donc là dans ce cas-là, Antor B ce serait plutôt A, et puis là ce serait B, mais je vais voir un peu cette fonction ici. Qui nous dit sur what is, ok. Donc ici en fait on fait un switch sur l'enum, pas vraiment sur l'union. Ok, c'est intéressant. Ok. Je pense que l'enjeu de l'exercice c'était surtout voir déjà il fallait utiliser la bonne valeur d'enum, que le compilateur est peut-être capable de déterminer ça, enfin que dans ce cas-là, alors, mais pour le coup on a eu besoin d'utiliser un enum. On va voir, on va compiler, on va poursuivre avec la prochaine leçon qui sera peut-être plus explicite. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice, c'était bien ça. Et sur le second exercice, toujours sur les unions, donc on nous dit que c'était vraiment, voilà, justement, c'était pas vraiment très pratique d'avoir besoin d'un enum pour savoir, tiens, telle union possède telle valeur dans tel cas, etc. Alors, pour ce faire, apparemment, on a des tags d'unions. Donc là, on voit l'intérêt des tags d'unions, on a bien vu le problème, et maintenant, on voit la solution. Alors, pour les tags d'unions, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous permettent de brancher une union, finalement, à un enum. De représenter une union en référence à un enum. Ce qui est particulièrement intéressant. Donc là, dans ce cas-ci, on a un enum foo-tag qui nous permet de définir small, medium, large. Et puis là, on voit qu'on a une union qui nous permet de définir les types pour chaque élément de cet enum. C'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est les tags d'union, c'est les unions taguées. C'est une notion que j'ai jamais vue en Go, je pense pas que ça existe. Peut-être enfin, déjà, il n'y a pas d'union en Go, mais. Bon, il y a des génériques, etc. Mais. Même en type. Oh, si, pour le coup, en TypeScript, je pense qu'on pourra avoir des trucs très similaires, mais c'est pas vraiment sous la même forme au niveau du système de typage. Ça doit exister peut-être je sais pas, enfin, faudrait voir, ou peut-être en C++, je sais pas. En tout cas, c'est la première fois que je manipule des tagged d'unions et ça a l'air intéressant. Et donc maintenant, voilà, on peut switcher directement avec cette tag union, on n'est plus obligé de tenir compte de, tiens, enfin... alors maintenant, on peut justement on peut faire un switch directement sur le tag d'unions au lieu de faire un switch sur l'enum. C'est pratique. Donc là, ici, on a une instance qu'on appelait F, une instance de foo définie sur small 10, et donc là, en fait, voilà, on peut switcher sur le type sur le type directement grâce à cette tag d'unions. Alors, on va passer par la pratique, on va essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, ici, on a notre enum, on a notre union qui est désormais représentée en référence à cet enum. Et donc là, on peut, en théorie, passer que l'union. La tag d'unions, on n'est plus obligé de passer enum, ce qui est bien pratique. Et donc là, on peut faire un switch sur insect, j'imagine. Insect, voilà. Et en théorie, on devrait pouvoir faire du matching, du pattern matching sur notre tagué d'unions. On peut matcher, tiens, ici on correspond à telle valeur, du coup on peut afficher machin bidule. On va voir ce que ça donne. Alors, on a un petit commentaire de fin que je vais lire. Par ailleurs, est-ce que les unions nous font penser aux optional values et errors? Bah oui, carrément.
Alors, les valeurs optionnelles sont en gros des null unions. Ok. En gros, c'est soit, enfin, ça nous permettait de faire du pattern matching sur, tiens, est-ce qu'il y a rien ou est-ce qu'il y a quelque chose. Concernant les erreurs, c'est des error union types. Ok. Et on peut ajouter nos propres unions au mix pour gérer toutes les situations qu'on pourrait encourir. Ok. Ok, et donc voilà, on peut utiliser des unions avec des voids, etc. Bon, faudrait voir par la pratique s'il y a d'autres exercices qui le traitent ou alors par les projets si on doit rencontrer ça. Alors, je vais essayer de compiler, voir ce que ça donne. Ça a compilé. On peut passer au troisième exercice sur les unions. Encore d'autres détails sur les unions. Alors, avec les tags d'unions, on a encore d'autres bénéfices. Donc, il y avait déjà le premier bénéfice qu'on n'était pas obligé de référencer un enum en plus à l'usage, c'est-à-dire juste à la définition, mais à l'usage, on pouvait juste switcher directement sur le tag d'union. Et apparemment, d'autres avantages. Alors, si on n'a pas besoin d'un separate enum, si on n'a pas besoin d'un autre enum pour x ou y raison, on peut définir un enum inféré à partir de l'union. Alors ça a l'air intéressant. Et donc dans ce cas-là, on utilise juste le mot-clé enum. C'est vraiment... Alors d'un côté, le langage n'est pas minimaliste, parce qu'il couvre vraiment tous ces cas de figure, particuliers de la syntaxe. Donc l'approche, c'est vraiment pas Go. Go essaye de faire le moins possible en termes de syntaxe. Mais là, pour le coup, on a toutes les situations couvertes où à chaque fois qu'on pourra avoir un problème ou quelque chose qui devient verbeux, on a une solution, quoi. Et là, c'est le cas ici. On voit que le langage est vraiment bien pensé. Et là, donc, en utilisant le mot-clé enum directement ici, on n'est pas obligé de redéfinir manuellement une enum avec tous les différents champs, etc. C'est juste inféré à partir de l'union. Ça, c'est intéressant. Et donc, on nous propose de convertir. Donc ici, je vais sélectionner, je vais supprimer insect ici par enum. Je vais remplacer insect stat par enum. Ok, donc ça c'est la première conversion. Ok, donc à l'usage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on peut toujours faire du switch dessus, qu'on a une inférence à partir de l'enum. On n'est pas obligé de redéfinir, comme on l'avait ici, une enum qui définit en Torbi. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Ok, on va builder ça. On va voir ce que ça donne. Ok, donc on nous fait passer directement au quiz qu'on va faire tout de suite. Alors, on dit qu'on a absorbé beaucoup d'informations sur les variations de type qu'on peut utiliser en Zig. Voilà, il y a pas mal d'aspects sur les types. Dans cet ordre, on a vu les single items, les single item pointers, les slices, on a vu les arrays, on a vu les many item pointers, sujet sur lesquels peut-être par la pratique on devrait approfondir. On a vu les enums, les erreurs, les structs, les unions, les tags d'union. Donc ça, voilà, petit récapitulatif. Ensuite, les valeurs des types au-dessus peuvent être assignées en tant que var, const, pour permettre de la mutabilité. Jusqu'ici, on est d'accord. On peut aussi créer des unions d'erreurs et des types optionnels parmi les choses suivantes. Donc là, on a un rappel sur comment on définit une union une erreur d'union entre une erreur et un type. Et ici, on a un optional value qui peut être considéré comme une null union. En sachant tout ça, on nous dit qu'on pourra
on pourrait bénéficier d'un local hermit, d'un ermite local. Et donc, on nous propose un exercice qui nous dit qu'on n'a pas besoin de tout lire et de tout comprendre de ce programme. C'est un gros exemple. Et en gros, il faut vraiment se concentrer sur les trucs qui sont cassés. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va pas tout lire, on va juste se concentrer sur ce qui casse. Donc ici, on a une erreur qui ressemble d'ailleurs à une énum. Hein. Ça ressemble beaucoup à une énum, mais je crois que ça a été mentionné. On a une struct qui définit un lieu avec un nom et des... Alors, avec un nom donc, qui est une string, qui s'apparente à une string, et un array de path. Ouais. Un slice de path, il me semble même. Ouais. Cette notation définit des slices. Et par défaut, c'est undefined. Ok. Donc ici, on définit des instances de notre struct. Donc on a plein de petites instances de notre struct qui définissent des endroits. Donc on a une petite map en ASCII. Donc voilà, on a une carte comme un jeu de rôle. On dit qu'on va réserver de la mémoire de notre programme voilà, en fonction du nombre de places, d'endroits. On a 6. On a notre truc pour les paths. Donc c'est les chemins de tel endroit à tel endroit. Donc de telle place à telle place. On a une distance. Ok. Ici on a des arrays avec des paths dans tous les sens. On a des arrays avec des paths, des arrays avec des paths. Ok. Une fois qu'on a... Alors ici on a une grosse union. Et ce qu'on voit, ce qu'on n'avait pas encore vu jusqu'ici, c'est qu'on peut, comme pour les structs, comme pour les enums, assigner des fonctions aux unions, aux tags union en l'occurrence. Donc ici on a déjà un premier problème, qui est que P n'est pas défini. Alors déjà qu'est-ce que c'est que P pour démarrer? Qu'est-ce que c'est que P pour démarrer? Ça n'a pas l'air défini du tout. Alors on était où? On était ici. Qu'est-ce que c'est que P? Alors veuillez capturer chaque valeur en tant que P dans le print statement. Alors, si je regarde ce qu'on veut faire ici, on veut afficher un trip item. C'est une série d'endroits connectés par des paths, par des chemins. En fait, c'est une série de paths. On utilise un trip item union pour permettre à des places et des chemins d'être dans le same array. Ok. Donc ça c'est l'item. Ok. Et donc là on nous dit qu'on ne sait plus vraiment comment on est censé faire pour capturer la valeur de l'union. Alors, est-ce que du coup c'est juste self ici? Oui, je crois que c'est juste self. Je crois que l'idée c'est que on peut juste dire tiens si c'est place on affiche place, etc. Bon, je crois que c'était ça. Pas d'autre erreur a priori. Il faut voir si ça compile. Alors, on va voir si ça compile. Ça ne compile
Alors, est-ce que ça... Non, ça compile pas. À l'endroit de get entry. Alors, sur get entry. Get entry. Voilà. Alors, à cet endroit ici, ça compile pas. Alors, j'ai pas d'erreur côté LSP. On nous dit qu'un carnet de notes de l'ermite. Donc ici, on définit des oreilles vides pour chaque place. On a next entry, end of entries. Ça, tout ça, c'est une struct. On a une fonction self get entry. Donc cette fonction, elle nous dit on va souvent vouloir récupérer une entrée par le lieu. Si l'un des lieux n'est pas trouvé, on return null. Sinon, on retourne le lieu, j'imagine. Voilà. Return entry. Ça ne compile pas. Pourtant, on utilise un option. Donc, on utilise un optional ici sur notre book entry. Alors, voilà où l'ermite est bloqué. On doit retourner un pointeur optionnel vers notre book entry. Ce qu'on a avec entry, c'est l'opposé. On a un pointeur vers l'optional notebook entry. On doit déréférencer entry avec point étoile et obtenir la valeur non nulle de l'optionnel et retourner à cette adresse. Merci d'essayer de rendre votre réponse aussi longue que ça. D'accord. Alors, attendez, est-ce qu'une entry, c'est de quel type? C'est de type for self.entries. On itère à partir de 0. On a les entrées, c'est ça. C'est optionnel de notebook entry. Alors, ce qui aurait été pratique, c'est de voir le type ici. Alors, je sais pas comment je pourrais faire ça avec GoToType. Type définition. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, on a que entry, pour moi, c'est optionnel notebook entry. Et en ajoutant étoile entry, ce qu'on doit avoir comme type, c'est étoile optionnel notebook entry. J'ai l'impression que c'est ça. Si je veux récupérer
ça, et ben je dois faire, donc pour récupérer, je dois faire entry point étoile. Donc là où j'ai ce type. Et ensuite, si je veux retourner ce type-là, je dois retourner... Alors, si je veux avoir ce type précisément... je crois que je dois faire... Alors, ça, on peut dire... Alors, on va tester cette solution où j'applique mot à mot ce qu'on dit. On dit, pour déréférencer, parce qu'on a le mauvais type, j'ai point étoile. Ensuite, pour obtenir la vraie valeur, j'ai point, c'est-à-dire skip la null value, j'ai point interrogation, et si jamais c'était un problème, on atteindrait unreachable. Et ensuite, on obtient l'adresse en mettant le et commercial. Alors, si je fais zip maintenant, il y a un autre endroit qui est notebook.get trip to ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire maintenant? C'est un sacré quiz, hein. C'est un sacré exercice. Alors, maintenant que la boucle au-dessus est complète, on a calculé le path le plus court pour atteindre chaque endroit. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est stocker de la mémoire sur le côté du périple et avoir et obtenir que le notebook du ermite soit... Cette phrase est sacrément longue. On doit mettre de côté de la mémoire. Ok, entendu. Donc là, c'est ce qui est fait ici. Ensuite, on doit avoir que le carnet de l'ermite remplisse dans le périple de la destination jusqu'au chemin. À noter que c'est la première fois qu'on utilise la destination. Alors, si on a var trip égale slice de l'optional trip item null, on multiplie ça par
2 fois le nombre d'endroits. Voilà, puisqu'on va avoir d'un point A à point B. Jusque-là, ok, je crois avoir cerné. Donc en gros, là, on a un truc, on a 16 items dans trip. On a des points A, B. Je crois que c'est ça. Et c'est initialisé sur null. Maintenant, on appelle notebook.getTrip tout. On donne une copie de notre array, la destination, on catch l'erreur, print oh no error. Ok. Destination. Quel est le type de destination pour rappel? Le type de destination, c'est pointeur F. C'est un pointeur vers une place. On va vérifier ça. Où est-ce qu'on a défini F? Ouais, c'est un pointeur vers une place. Ok, donc ça c'est pour destination. Qu'est-ce que le compilateur nous indique? Alors, il nous indique qu'on attend le type void, mais qu'on a obtenu une erreur dans getTrip2. Alors, getTrip2. Je vais arriver, getTrip2. Alors ici, on a un problème sur le retour des erreurs. Et on nous dit ici que cette fonction doit retourner une erreur. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est avoir trip error point d'exclamation void. C'est soit on obtient une erreur, soit on retourne rien. Alors, est-ce qu'on n'avait pas une meilleure façon de faire ça? Bonne question. Parce que optional value, ça attendrait qu'on retourne null. On n'a pas envie de retourner null partout. Enfin, on n'a pas envie de retourner null quand on doit retourner... Enfin, on aura à le faire qu'une fois, à vrai dire, mais... On va voir si ça compile. On a un autre souci sur self.dist. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oups. C'est quoi ton problème? Alors, self.list. Le problème, c'est peut-être qu'on n'a pas de... C'est qu'on n'a pas quoi que ce soit qui dise dist. Si? Je veux dire, on a place, on a path, mais on n'a rien qui donne une distance. Je crois que la distance, elle est dans path. Ok, et c'est pas tout apparemment. Parce que
on a un problème au niveau de la valeur attendue. On est ligne 51, me semble-t-il. Non, pas ligne 51. On est ligne... On est quelle ligne? Je crois que les lignes sont pas indiquées. Donc on avait changé, on avait dit self.place.dist ici. Ça c'est la dernière chose qu'on a faite. C'est le self.place. Non, c'est .paf, pardon. Self.paf.dist. Ça c'est la dernière chose qu'on a fait. Il s'avère que paf, c'est un pointeur. Paraît pas impossible que paf ne soit pas défini. Si paf n'est pas défini ici, non, je crois qu'en fait ici c'est censé fonctionner. Non. Il y a un problème ici en fait. Je crois que le problème il est vraiment ici. On nous dit please capture each value as P pour que les print statements fonctionnent. Alors ici originellement on avait je crois qu'on avait self. Self. Quelque chose. Alors ici on peut faire self.place.name et self.place.list. Ok, bon ça va compliquer. En fait on essayait de print un pointeur. Or c'est pas ce qu'on voulait. En fait on voulait print le nom et on voulait print la distance. Ou quelque chose dans ce genre. Ce qui explique pourquoi ça compilait pas. C'est tout pour ce quiz. C'est tout pour cette vidéo. On va passer à la prochaine où on a du contenu sur les entiers.